Donc, on commence avec Nicolas Motis. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Professeur à l'école polytechnique qui baigne dans l'ESG avant même que qui que ce soit prononce ces trois initiales. J'ai appelé ça l'âge de raison. Je ne sais pas par quel bout tu veux prendre le truc. Moi, quand même, peut-être l'élément le plus spectaculaire, c'est que donc le premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, qui assez tôt quand même s'était investi à travers son patron dans l'ESG, n'était pas à la COP 27. Ouais. Voilà. Il n'était pas à Sharm el-Sheikh. Et derrière, il commence même à écrire des éléments qui sont des éléments un petit peu différents de ce qu'ils ont professé pendant de nombreuses années. Alors effectivement, BlackRock, c'est un des plus grands gestionnaires d'actifs mondiaux. C'est le premier. Alors, il n'y a pas photo avec le numéro 2. En milliers de milliards de dollars d'actifs. Et BlackRock était très connu depuis des années pour la lettre annuelle du CEO de BlackRock, Larry Fink, qui disait voilà, il faut s'engager sur le climat. Et effectivement, depuis 2 ans maintenant, Larry Fink est revenu en arrière, a même assez sérieusement rétropédalé, comme on peut le dire. Il a déclaré ouvertement qu'il ne signerait plus, enfin qu'il ne soutiendrait plus les résolutions en faveur du climat. Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est assez conforme à ce qu'on peut observer notamment sur les marchés anglo-saxons. C'est un peu de retour en arrière sur le thème, nous investisseurs, on est d'abord là pour faire du risk return, la rentabilité et gérer la volatilité. Les enjeux climat, c'est un peu du ressort des États, des politiques publiques. On ne peut pas se substituer aux États. Et donc nous, on va quand même d'abord et avant tout s'occuper de la rentabilité. Donc c'est un mouvement de balancier là qui est pas très très bon de mon point de vue par rapport aux logiques de finances durables, mais qui est assez fort en France, mais aussi beaucoup sur les marchés anglo-saxons. Jusqu'où ça va? Parce que Larry Fink avait dit, je pense l'une des phrases les plus fortes peut-être, c'est « je ne regarderai même pas une entreprise qui ne mesure pas ses émissions carbone ». À un moment, il avait mis en parallèle en fait le rapport financier et le rapport extra-financier, et il avait dit, alors je vois que tu fais la moue, et il avait dit « je regarderai même ». C'est cet élément-là qui a disparu, parce que, et ça, Nicolas, tu l'expliques très bien, il y a d'un côté émissions carbone, la façon dont les entreprises peuvent se saisir ou pas de ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, toutes, à partir d'une certaine taille, se sont saisies de ce sujet. Et puis, il y a derrière le reporting financier, et c'est, j'ai l'impression, plus là que le monde anglo-saxon est en train de dire... ça ne fonctionne pas, votre truc. En fait, on n'a pas des éléments rationnels qui nous permettent de travailler sérieusement. Alors, paradoxalement, il y a effectivement de plus en plus d'informations sur les enjeux climat. On parle toujours du carbone, mais il y a plein d'autres enjeux que le carbone. Il y a notamment des thématiques sur la biodiversité ou le social, mais qui sont aussi... C'est un autre débat qu'on pourra avoir après, mais c'est un autre débat, mais à mon avis, ça ajoute d'ailleurs dans le problème. Mais si on parle du carbone, il y a de plus en plus d'informations, et aujourd'hui, ces acteurs-là regardent ces informations. On ne peut pas dire qu'ils ne les regardent pas. La question clé, c'est est-ce qu'ils en tirent les conséquences correctes sur leurs décisions, notamment en termes de vote de résolution qui pourrait pousser les entreprises à avoir des trajectoires climat plus volontaristes. Ce qui peut, dans certains cas, c'est la fameuse tragédie des horizons dont parlait Mark Carney, qui peut, dans certains cas, les amener à peut-être voir leur rentabilité se stabiliser, voire peut-être un petit peu se dégrader, mais pas tant que ça, en fait. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'information existe, les investisseurs la regardent, mais les décisions qu'ils prennent ne sont pas forcément en faveur d'arbitrage climat. Donc c'est ça vraiment le sujet aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que Larry Fink l'avait écrit noir sur blanc. Tout les incite à continuer dans cette voie. Tous les incitent à continuer, mais dans certains cas, ils sont un petit peu, pour reprendre un langage de businessman, à la recherche du business model. Ils ont l'impression que ça va venir peut-être percuter les stratégies de développement des firmes, que les innovations qu'il faudra engager sont coûteuses, prendront du temps. Et donc, à court terme, on revient sur la question de l'horizon, à court terme, mettre trop de pression sur des enjeux extra-financiers sur les firmes, c'est pas forcément très bon pour la performance financière. C'est ce qu'ils pensent, en tout cas. Alors que beaucoup de travaux de recherche ont montré qu'à moyen long terme, une des meilleures façons de préserver la valeur d'un portefeuille de titres, c'est justement d'intégrer ces paramètres ESG. Mais là, on est rattrapé par le court terme, en fait. Tu es rattrapé par le court terme. Oui, absolument. Oui. C'est un chiffre que j'ai vu hier, donc sur les émissions obligataires. C'est quand même très intéressant. Donc, tu es effectivement sur les émissions, là, en ce moment, c'est-à-dire le flux. Le stock, j'ai oublié le chiffre, je vous le redonnerai demain d'ailleurs, mais sur le flux, tu as à peu près un quart aujourd'hui des émissions obligataires qui ont d'une manière ou d'une autre un élément ESG à l'émission, voilà, et qui présente un élément ESG avec des objectifs à atteindre. D'ailleurs, je te poserai la question sur l'Arabie Saoudite ensuite. Ok, un quart.
Sauf que tu n'as plus du tout d'avantage, en fait, à l'émission. C'est-à-dire, tu n'as plus du tout de premium en termes de taux d'intérêt. Ça ne t'apporte, jusqu'à présent, émettre un green bond... Il y avait un petit premium. Il y avait un petit premium, mais il y avait un premium. J'en avais discuté avec le très intéressant, le directeur financier de la région Île-de-France, gros émetteur de dette de green bond. Il y avait un premium. Là, il n'y en a plus du tout. Ce qui va un peu dans ton sens, c'est-à-dire on est rentré dans une espèce de banalisation de l'ESG. Il y a une banalisation, mais en même temps, il y a un double paradoxe. C'est côté entreprise, les choses bougent. Quand on regarde, moi je travaille aussi sur le management de l'innovation, finance durable et management de l'innovation, qui sont deux choses en fait pas si éloignées que ça. Quand on regarde ce qui se passe du côté des entreprises, il y a énormément d'initiatives. Et donc il y a peut-être un effet retard par rapport aux effets qu'auront ces initiatives, entre autres sur les trajectoires carbone ou même sur la performance financière. Et si on regarde l'autre bout du spectre, c'est-à-dire les asset owners, les détenteurs d'actifs, donc ceux qui donnent du boulot en fait aux BlackRock et autres, qui confient leur épargne ou leurs fonds institutionnels, il y a aussi une montée en puissance des attentes ESG. Et entre les deux, il y a des acteurs là qui ont un peu du mal à raccrocher les morceaux et qui se disent finalement, si on met trop de pression, on ne va pas répondre aux attentes de performance de nos asset owners, qui en même temps nous font tout un discours sur l'ESG, mais qui sont quand même très, très sensibles à la performance. Mais c'est exactement ce que tu disais il y a 5 minutes, Nicolas. C'est-à-dire, tu dis, les entreprises bougent, il se passe des choses. On s'est fixé des objectifs à 2030 au mieux, 2035 pour certaines, 2050 pour d'autres. Il n'y a pas, on en parlait autour de cette table, avec l'administratrice, Françoise Gris, il n'y a pas une entreprise qui est capable de gérer un programme à 10 ans. À moins de s'appeler Airbus, voilà. Et encore, voilà. Il n'y a pas une autre. Donc en fait, c'est des engagements qui ont été pris en partie dans le vide. Et là, on rentre dans le dur, et comme tu le disais, on commence à réaliser que ça va coûter une fortune et qu'on ne va pas être capable de le faire. Alors, ça va coûter une fortune, mais ça va aussi créer beaucoup de valeur, ça va éviter d'en détruire aussi beaucoup. Rien. Alors ça, pour le coup, à la fois d'un point de vue empirique, moi je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs ou d'entreprises, là je suis assez convaincu, et il n'y a pas de doute là-dessus, et du point de vue de la recherche, c'est aussi très largement démontré, c'est que ça crée de la valeur. La question, c'est la phase de transition dans laquelle on est actuellement, où la valeur qui est en train de se créer par des nouveaux business models, par de l'innovation dans les process industriels, dans la façon de s'approvisionner en énergie. Enfin, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Dans les aspects strictement financiers, on ne le voit pas encore. Et donc, il y a un effet retard là qui est problématique parce que la pression sur les détenteurs et les gérants d'actifs, elle reste. Et donc là, on a vraiment un problème de réconciliation des horizons. Mais moi, je veux vraiment revenir sur une des conclusions très fortes de la recherche sur la finance durable depuis longtemps, c'est qu'il est tout à fait possible de concilier des performances ESG et des performances financières. Pendant longtemps, les financiers ne le croyaient pas. Ils ont commencé à y croire il y a quelques années, et puis là, ils s'aperçoivent que ça peut être vrai, mais c'est pas si facile que ça. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement. Est-ce que tu ne crois pas que justement, parce que ça, j'ai entendu 10 fois, et que là, la première progression boursière de l'année, c'est l'oil and gas. Voilà, très clairement. Et que le changement radical qu'apporte devant nous la crise de l'énergie, là, depuis 1 an, est en train de modifier les valeurs, est en train de modifier mais est-ce que ça va durer tout ce qu'on pouvait penser, un certain nombre de convictions. Mais est-ce que ça va durer? C'est pas sûr. Il y a toujours des effets sectoriels dans les performances des titres. On l'a vu de façon très favorable sur l'ISR, par exemple, pendant la période Covid, où des titres dans le secteur de la santé ou de l'IT ont surperformé. Mais ils ont surperformé, entre guillemets, pour de mauvaises raisons. C'est parce qu'on s'est mis à tous télétravailler, parce qu'il a fallu investir sur des programmes santé. Et donc tout le monde a commencé à dire, d'ailleurs on en avait parlé, l'ISR c'est génial, ça surperforme. Moi j'étais toujours très critique par rapport à ça. Je disais non, attention, il y a des biais sectoriels très forts. Là on a un biais sectoriel qui est anti-finance durable, qui est sur l'oil and gas. Mais si on regarde un peu au-delà, c'est pas sûr que la performance du secteur oil and gas dure, parce qu'on voit déjà le cours du pétrole qui va baisser. Il y a des pressions notamment macro avec les Américains sur l'OPEP, enfin, qui vont peut-être finir par porter. Donc la rentabilité supérieure du oil and gas, je ne suis pas sûr qu'elle dure. Et puis surtout, au-delà de ça, quand on regarde d'autres modèles dans l'énergie, par exemple certaines entreprises du photovoltaïque ou de l'éolien, elles ont aussi sacrément performé. Donc il faut aussi regarder ça. Et ça, pour le coup, ça donne du kilowatt stable à long terme avec un impact carbone extrêmement faible. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi au-delà de la partie... Mais attends, Nicolas, non, très clair, personne ne conteste le bien fondé de l'ensemble des efforts qui sont faits pour essayer de sortir de l'oil and gas. On parle bien aujourd'hui des doutes sur l'ISR. C'est-à-dire, on est tous les deux, et je pense l'ensemble de ceux qui regardent Bismart, convaincus que la solution, elle est dans les entreprises. Et à partir du moment où la solution, elle est dans les entreprises, elle est dans la finance. Vous pouvez le mettre dans tous les sens. C'est le moteur du capitalisme, et on est encore quand même très, très largement en régime capitaliste. Donc tout part de là. Et c'est vrai, comme tu l'expliques très bien, si tu as des doutes sur la rentabilité, on a l'impression que cet ISR, tu
Depuis combien de temps tu baignes dedans, toi? 20 ans? Oui, à peu près. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, ça reste une forme de château de cartes. Non. Ça reste un truc où, en fait, rien n'est vraiment sûr et rien n'est vraiment stabilisé. Mais c'est là où il faut vraiment faire le tri, parce que pendant très longtemps, moi, ça fait longtemps que j'en parle, les gens rejetaient le bébé. Ils disaient non, ce truc-là, c'est n'importe quoi, c'est un truc de gauchiste, d'ONG, etc. Et puis il y a eu une période, là, il y a à partir de 5, 7, 8 ans, où tout le monde s'est commencé à dire, ah, c'est quand même un beau bébé, quoi. Mais sans vraiment comprendre quelles étaient les limites, entre guillemets, du bébé. Et là, on est dans une phase où tout le monde commence à acheter le bébé avec l'eau du bain. Et je pense que c'est excessif. C'est-à-dire que l'ISR, d'abord, ça ne peut pas couvrir l'ensemble des actifs. On en parlera, je pense, sur d'autres secteurs. Ça ne peut couvrir que certains actifs qui respectent des critères. Et puis, par ailleurs, il y a toute une série d'autres investisseurs qui vont quand même exister. Donc, on peut pas demander aux investisseurs durables qui ont des exigences particulières de traiter l'ensemble des problèmes. Et on ne peut pas non plus les charger s'il y a des problèmes dans certains secteurs. Il n'y a plus des investisseurs durables aujourd'hui. Toutes les institutions financières ont un département investissement durable. Alors, elles le prétendent, mais justement, ça c'est un autre sujet de l'ISR aujourd'hui. C'est comme c'est devenu un outil marketing extrêmement séduisant pour attirer des détenteurs d'actifs, des asset owners. Beaucoup prétendent faire de l'ISR alors qu'ils n'en font pas. Faire de ce qu'on appelle l'intégration ESG, on l'avait discuté déjà, mais souvent c'est quand même du pipeau. Enfin, quand on regarde vraiment les pratiques réelles de certains gérants, c'est vraiment du pipeau. Tu peux donner des noms? C'est un peu délicat, mais... Moi, ça m'intéresse quand même. Alors, moi, les grands noms, là, chez nous, j'en sais rien. BNP Paribas... Parmi les gros, c'est pas le pire. Non, et puis en plus, ils sont très, très investis là-dessus. C'est un très bon exemple, BNP Paribas. Pendant très longtemps, y compris le CEO de BNP Paribas considérait que c'était assez largement du pipeau. Là, ils ont adopté ces démarches-là, et BNP Paribas lance des choses intéressantes. Si on prend un autre très gros... Moi, je veux juste... J'ai ici discuté avec Antoine Cyr, donc qui est en charge d'une immense partie de cette politique. Le gars, tu peux pas lui dire qu'il fait du greenwashing, c'est pas possible. Il est investi, mais à 200% dans cette histoire. Mais c'est toujours plus nuancé que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends BNP Paribas, il y a 2 cas très concrets. Dans le private banking, ils ont mis en place depuis longtemps des systèmes de scoring pour aider les clients à bien choisir leurs produits financiers par rapport aux ODD, aux objectifs de développement durable. Ça, c'est une initiative très intéressante qui permet d'aller vers les retail, vers la banque de détail, et qui est vraiment intéressante. En même temps, BNP Paribas reste en tant que groupe, reste l'un des plus gros financeurs du oil and gas au niveau mondial. Donc, mais là, on rentre dans un autre débat. Là. Je sais déjà, si Antoine était là, je sais ce qu'il dirait. Et tu sais très bien ce qu'il dirait, Nicolas. Ce que Patrick Pouyanné te dit, c'est à un moment pour monter des champs d'éoliennes en mer, c'est les gars qui ont la capacité de le faire qu'il faut financer. Et ce sont ces champions des grands chantiers qui auront la capacité. Mais c'est exactement ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que l'ISR en tant que tel, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que derrière le terme ISR, il y a des pratiques assez strictes qui correspondent à une partie des investisseurs. Exclusion ou impact. Exclusion, impact, avec des critères, ou best in class, mais avec des critères assez stricts. Et puis il y a des gens qui prétendent faire de l'ISR, et c'est souvent de l'ISR assez mou. Mais par exemple, puisque tu parles de Pouyanné Total, c'est un cas qui a fait l'objet d'une recherche là, avec un de mes doctorants. On a vraiment étudié le cas en détail. Ça, c'est un cas intéressant parce que c'est l'entreprise qui a objectivement beaucoup évolué depuis quelques années, alors qu'il y a quelques années, Pouyanné, quand on lui parlait de développement durable, les réactions étaient assez violentes. Il a objectivement changé. Mais quand on gratte un peu, quand on va vraiment dans le détail, qu'est-ce qu'on regarde? On voit les réserves de Total, par exemple. Un groupe comme Total, ça a encore plus de 15 ans de réserves, notamment de pétrole et gaz. Donc ils ont de quoi largement saturer l'atmosphère en CO2, alors que l'Agence internationale de l'énergie nous dit depuis des années, il faut arrêter de sortir les réserves fossiles. Et donc on se dit, ils ont les réserves, ils peuvent le faire. Mais quand on regarde maintenant plus en détail leur CAPEX annuel, il y a des CAPEX qui sont consacrés à la maintenance de leurs exploitations oil and gas. Et puis il y a encore un volant de CAPEX assez significatif, de l'ordre de je crois que c'est plus de 5 milliards d'euros par an, qui est consacré à de l'exploration pour découvrir de nouveaux champs. Là, on se dit, c'est pas cohérent. Et en même temps, c'est vrai, ils le mettent très fortement en avant, la part de CAPEX consacrée aux renouvelables, aujourd'hui, sur le plan d'investissement en cours, elle va être de l'ordre de 25%. Donc, ils progressent. Oui. Alors, au total, les CAPEX, c'est de l'ordre de 15 milliards, je crois, c'est très important. Donc, la part du renouvelable, c'est 25% sur le total, 75% sur les fuels fossil fuel, je ne sais plus comment dire en français, voilà. Et dans cette part-là, il y a une part qu'on peut comprendre pour maintenir les sites, et il y a une part qu'on ne peut pas comprendre, qui est d'aller chercher des nouveaux gisements alors qu'on a des réserves, par exemple. Je vais prendre ma casquette de Patrick Pouyanné. Vous voulez quoi, monsieur Motis? Parce que la demande est là. La demande est là. Vous voulez que... Donc, nous, on désarme totalement, ce qui nous amènera d'ailleurs sur le sujet d'après, qui m'intéresse beaucoup, et qu'on laisse les compagnies américaines, qu'on laisse Saudi Aramco seuls, et qu'on se mette exactement comme on s'est mis entre les mains de Poutine,
Vous voulez aussi qu'on se mette entre leurs mains pour le pétrole? Bien sûr que non. Mais non, mais c'est fondamental cette question. C'est la réponse typique de Pouyanné. Mais elle n'est pas typique, elle est en partie pleine fondée. de bon sens. C'est-à-dire quand on a de quoi approvisionner en pétrole le marché ouest européen, par exemple, pendant encore des années, une question clé qu'on peut poser à l'entreprise comme ça, c'est est-ce que dans vos plans d'investissement, l'enjeu, c'est pas plus de préparer le coup d'après, c'est-à-dire un mix renouvelable qui permettra à la fois de répondre à la demande d'énergie. Mais c'est ce qu'ils font, Nicolas. Ils le font en partie, et la question, c'est toujours une question de rythme. La question, c'est est-ce qu'ils pourraient le faire plus vite? Est-ce qu'ils pourraient le faire? Est-ce que c'est une contrainte de le faire au rythme actuel? Ça, c'est du verre à moitié plein et verre à moitié vide. Moi, je pense qu'ils pourraient aller beaucoup plus vite. Et encore une fois, je reconnais le fait qu'ils ont bougé. Donc, c'est une bonne illustration totale, enfin, ce secteur-là, du débat autour de la finance durable. C'est que pour moi, les débats sont parfois trop manichéens. S'il te plaît. C'est très, très manichéen. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand on parlait de l'ISR, tout le monde était c'est génial, on va sauver la planète. Moi, j'étais très froid par rapport à ça, en disant attention, non, ça ne sauvera pas la planète, ça ne réglera pas tous les problèmes. Et aujourd'hui, on devient excessif dans l'autre sens. Et je pense que c'est pas ça qui réglera la question. Ce qui réglera la question, c'est des pratiques, notamment d'investissement, qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus strictes sur les critères appliqués et sur la façon d'accompagner les entreprises dans le temps. Et donc, d'où les questions d'engagement actionnarial et de suivi des résolutions qui vont accompagner les entreprises et aider les dirigeants à faire cette transformation. Mais c'est une transformation qui prendra du temps et c'est ça qu'il faut accepter. N'empêche que, ce qui m'amène à point de vue que j'ai mis de côté pour toi d'ailleurs, parce que c'est un point de vue qui date de fin septembre, de Patrice Caine, le patron de Thales. Non mais, juste, parce que moi je tiens à le dire, c'est pas là, mais quand il s'agit de déployer en urgence au large du Havre un terminal méthanier pour amener du gaz naturel liquéfié, les Allemands sont incapables de le faire. Je suis très fier et assez rassuré qu'on ait une compagnie comme Total, qui soit capable de le faire. Voilà, en l'occurrence c'est Total là, qui l'a fait. Bon. Et donc ça, quand même, ça rentre en ligne de Mais ça, c'est très bien. Et moi, je travaille sur la tech, encore une fois. Mais j'ai beaucoup d'admiration. Mais oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils continuent à investir là-dessus. Mais il faut qu'ils continuent surtout à changer dans le bon sens. Mais absolument. Patrice Caine, patron de Thales. Hein. D'un côté, l'Europe entreprend de renforcer ses capacités de défense et de souveraineté. Donc c'est un point de vue qu'il avait écrit fin septembre. Et je savais que j'allais faire venir Nicolas, donc voilà. D'un côté, l'Europe entreprend de renforcer ses capacités de défense et de souveraineté. De l'autre, elle tente à fragiliser les entreprises du secteur en ne les intégrant pas dans le périmètre de la finance durable. Il ne faut pas sous-estimer, écrit Patrice Caine, la portée de cette exclusion. Elle a des conséquences significatives sur les sociétés de défense européennes. Elle restreint leur accès au marché de capitaux et en détourne les investisseurs européens au profit d'investisseurs étrangers. L'actionnariat flottant du groupe Thales, c'est intéressant, a vu par exemple la part des investisseurs issus d'Europe continentale, hors France, chuter de 20% à 8% entre 2017 et 2021. Ça, concrètement, ça veut dire que ce sont des non-européens qui sont en train de devenir les propriétaires de ce qui est le fleuron technologique de l'industrie de défense européenne. Depuis plusieurs années, tout porte à croire qu'elle finira par conclure à une incompatibilité entre industrie de défense et finances durables. Son exclusion était par exemple préconisée jusqu'à récemment par le groupe de travail qui élaborait le second volet de la taxonomie. C'est aussi l'orientation retenue dans le projet d'écolabel européen pour les produits financiers de détail qui prévoit de rejeter toute société réalisant plus de 5% de son chiffre d'affaires dans les équipements militaires. Bon nombre de financiers en ont conclu que le choix le plus simple et le moins risqué était d'exclure la défense des fonds durables. Je termine. L'industrie de défense est malmenée au nom de l'environnement et de considérations morales, alors même que les militaires vont être en première ligne pour faire face aux conséquences du changement climatique. Oui. Bon, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant et c'est en partie, encore une fois, en partie fondé et je pense en grande partie aussi faux. Donc, faut rassurer, alors vas-y, raconte-moi. Il faut rassurer Patrice Caine. D'abord sur la partie réglementation, que ce soit dans la taxonomie environnementale déjà en place ou la taxonomie sociale, il n'y a pas, là dans les derniers développements, il n'y a pas d'exclusion de l'armement. Donc dans les écolabels, on n'est pas prêt à l'avoir. D'accord. Et si je prends même sur le cas français, dans le label ISR, il n'a jamais été question d'exclure l'armement. Donc le point d'exclusion sectorielle dans la finance durable, encore une fois, je peux prendre le cas de la France, mais c'est aussi vrai largement au niveau européen.
pour l'instant, il a assez peu touché, en pratique, il a assez peu touché l'armement. Il touche justement des secteurs comme le oil and gas en particulier, ou le charbon par exemple, où là ça a été très strict. Et dans les exclusions qui ont été envisagées sur le label français, pour prendre le label ISR, là il y a eu des vrais débats sur le charbon. Oui, mais il décrit bien qu'en fait l'idée, il décrit bien que les financiers se posent même plus la question. Alors il se méfie. Voilà, et ils se méfient, ils disent bon allez, on sort de là. Quoi. Tout à fait. Alors là, sur ce plan-là, il a raison, mais encore une fois, il y a plusieurs catégories d'acteurs dans le monde financier. Il y a encore une grosse partie, une grande catégorie d'acteurs qui s'intéressent assez peu aux critères ESG. Il ne faut quand même pas les oublier, ceux-là, parce qu'on parle de la finance durable, mais la finance durable, au mieux, c'est la moitié des actifs sous gestion au niveau mondial. Donc, ce n'est pas non plus 100% des actifs sous gestion. Donc, cette catégorie-là, je ne pense pas qu'elle n'investit pas chez Thales, en l'occurrence, parce qu'il y a des problèmes moraux liés au secteur de la défense. Je pense que c'est peut-être lié à d'autres choses, la performance économique autre. Mais non, parce qu'il ne dit pas qu'il a plus d'investisseurs, il dit qu'ils sont plus européens. Internationaux. Mais oui. Ouais. Alors, après, et puis, franchement, la perte de Thales, c'est pour ça que c'est intéressant. Elle est inattaquable. Enfin, la boîte pète le feu. Si maintenant on prend sa critique qui est sur la finance durable. Dans la finance durable, pour vraiment simplifier, il y a deux catégories d'acteurs. Il y a ceux qui sont des ISR stricts, c'est souvent le terme qu'on utilise. Ça renvoie à l'ISR historique. Historiquement, c'est vrai que l'ISR, depuis plus d'un siècle, s'est construit sur de l'exclusion. Le terme qui a fondé l'ISR, l'approche qui a fondé l'ISR, c'est l'exclusion. Et dans l'exclusion historique, il y avait 5 secteurs qu'on connaît, le tabac, la pornographie, les jeux, l'armement et l'alcool. Et donc c'est vrai que d'emblée, parmi les militants forts de la finance durable, il y avait cette exclusion du secteur de l'armement qu'on retrouve encore aujourd'hui chez certains acteurs en France, où là, il n'est même pas question d'en discuter, on exclut complètement l'armement. Mais ces investisseurs-là, c'est quelques pourcents des gestionnaires d'actifs. Après, la deuxième catégorie d'investisseurs qu'on peut mettre dans le grand monde de la finance responsable, c'est des investisseurs qui vont être prêts souvent à investir dans le secteur de la défense, mais qui vont être très sensibles, notamment à ce qu'on appelle les controverses. Et là, pour le coup, je renvoie la balle chez Patrice Caine. Alors, même si, encore une fois, ce n'est pas une entreprise particulièrement à pointer du doigt là-dessus par rapport à d'autres. Le secteur de la défense a souvent été, dans le passé récent, pénalisé, sanctionné de façon très très forte du fait de problèmes notamment de corruption d'agents étrangers ou du fait qu'il acceptait de vendre des équipements à des dictatures, voire qu'il n'arrivait pas à contrôler la revente d'équipements qui étaient vendus à certains pays. Donc par exemple pour la France, on a eu des sujets récemment là encore sur le Yémen, sur l'Égypte. Tout à fait. Donc ça, c'est des sujets extrêmement sensibles, qui sont des sujets de nature publique, de choix de politique publique. Il y a des commissions qui valident ces ventes au niveau national, au niveau français. Donc c'est très strict, c'est très contrôlé. Mais pour un investisseur aujourd'hui durable, qui fait du best-in-class dans le secteur, il y a encore un vrai sujet de qualité de l'information, de conformité et d'exposition contre. Intéressant, et là, c'est vrai, certains investisseurs aujourd'hui regardent ça de façon extrêmement prudente, mais c'est pas ça qui bloque le financement du secteur de la défense, et je dirais qu'il est aujourd'hui beaucoup plus contraint par le côté bancaire que par le côté asset management. Donc c'est aussi une autre façon de voir les choses. Mais c'est vrai que c'est ce qui rappelle très souvent les industriels de la défense, toute vente d'armes, en Europe en tout cas, va dans les intérêts politiques des pays qui les autorisent. Voilà, elles sont toutes encadrées et autorisées. Tu ne peux rien vendre sans l'autorisation et l'encadrement de l'État. Attends, alors Nicolas, dernier point, parce que le temps tourne très vite et tout ça est passionnant, c'est l'histoire autour des téléperformances. Il y avait alors, là, pour le coup, un des mantras des promoteurs de l'ESG, c'était la stabilité. Oui. C'était l'idée, l'ESG vous garantit moins de volatilité. L'histoire téléperformance, je le fais très très vite, mais j'en ai beaucoup parlé ici parce qu'elle m'a vraiment intéressé. Un tweet, en fait, du ministère du Travail colombien, disant qu'il y a des enquêtes sur la façon dont Téléperformance traite ses salariés dans un secteur très particulier aussi, qui était la modération des vidéos TikTok. Ouais. Et boum, Téléperformance, inscrit au CAC 40, va chuter de 35% dans la demi-heure. Ouais. Pourquoi ? Parce que tous les fonds ESG, il y avait des fonds ESG sur Téléperformance, j'aimerais bien comprendre pourquoi, enfin bon, tous les fonds ESG se retirent. Voilà. Bah. Et donc là, la volatilité, elle devient colossale, en fait. Ouais. C'est un élément qu'on n'avait pas en tête. C'est une bonne illustration de au moins deux choses. Première chose, c'est que certains fonds qui se prétendent en ESG ne sont pas vraiment ESG. Et donc, quand ils commencent à découvrir... Parce qu'ils n'ont rien à foutre, c'était les performances, on est d'accord. Exactement, parce qu'ils n'ont pas forcément fait le travail d'analyse ESG robuste. Et la deuxième chose que ça illustre, c'est que pour justement les fonds qui font vraiment un travail robuste, ce cas-là, ce n'est pas un cas nouveau.
Le cas Téléperformance, par exemple, au Forum pour l'investissement responsable, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, ça fait plusieurs années qu'on en parle, et on connaît le problème social chez Téléperformance, comme on le connaissait d'ailleurs chez Orpea avant le scandale. Donc les investisseurs durables stricts, ceux que j'évoquais tout à l'heure, n'ont pas été surpris. Ceux qui ont été surpris, c'est ceux qui ont mis cette ligne-là comme une ligne soi-disant durable pour des raisons liées à son activité de plateforme d'appel. Donc, cette volatilité sur ce cas-là, pour moi, c'est une bonne illustration de la légèreté de certains investisseurs qui se prétendent durables. Non, alors, ça colle avec l'âge de raison. Ça veut dire que, à partir du moment, il m'a impressionné quand même le chiffre que tu donnais tout à l'heure, la moitié. Tu m'as dit quoi? La moitié des capitaux engagés aujourd'hui on peut les mettre dans l'enveloppe. On peut les mettre dans l'enveloppe financière. Très large, hein, mais voilà. Donc ça n'est plus du tout une garantie de quoi que ce soit, en fait, à partir du moment où c'est la moitié des capitaux engagés. Absolument, ça, le truc. Absolument. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui sur la régulation et sur ceux qui sont vraiment, entre guillemets, sérieux sur l'ISR, c'est la dilution du concept par des acteurs de la finance mainstream, comme on dit, qui ont adopté ça, mais avec surtout une approche marketing et assez peu de robustesse dans leur méthode. Comment tu fais pour retrouver de la robustesse alors à ce moment-là? Il faut de l'activisme de la part de la société civile, il faut de la régulation un peu robuste, il faut des réactions des clients, des consommateurs, d'où l'importance de labels. Donc il y a plein de leviers pour arriver à ça. Et mais cette histoire de label, j'ai l'impression qu'on revient 10 ans en arrière, Nicolas. Oui. Mais c'est une de mes grosses frustrations, c'est que en l'occurrence le label français il est sous le contrôle de l'État français et qui fait pas le travail aujourd'hui. Le label le référentiel devrait être durci. L'Inspection générale des finances a fait un rapport il y a 2 ans pour durcir le label. Il se passe rien. Donc là, la responsabilité, elle est partagée. Elle est dans le monde des investisseurs, mais elle est au niveau du gouvernement, elle est au niveau de toi et moi dans notre façon d'acheter nos produits financiers. Et il faut que ça progresse. Donc aujourd'hui, on est un peu dans une phase qui est de flottement après une grosse croissance. Et c'est un peu la rançon de la gloire, c'est qu'il y a quelques claques qui reviennent. Et c'est plutôt sain, je trouve. Mais il faut il y a quelques claques qui reviennent, plus la donne, mais tu as répondu là-dessus, et tu as sans doute raison d'ailleurs, hein, c'est une donne très conjoncturelle, mais la donne qui change radicalement sur l'énergie. Et là, tout à coup, on se dit, voilà, est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Et le balancier revient avec beaucoup de violence. Parce qu'on se sent en danger. Voilà. Oui, absolument. On verra. Je pense que sur l'énergie, vraiment, le sujet clé, c'est de faire la transition, et en particulier avec des groupes qui ont la puissance technologique et financière pour faire cette transition. Et Total est un acteur qui peut contribuer à ça. Donc il faut qu'il contribue à ça. J'ai une question, parce que ça vous avez à l'invité qui vient après. Donc il y a des polémiques qui montent comme ça, les jets privés, etc. Et tout, à un moment, voilà. Personne ne remet en cause la conquête spatiale. Oui. Quand je vois une fusée partir, je me dis, mais quand même, il doit... c'est massif, même si j'en sais rien, parce qu'il y a pas mal d'hydrogène, etc. Et tout, là. Mais enfin, tu sens qu'il y a du carbone qui... Personne ne remet. Non, c'est pas un sujet pour l'instant. Oui, il y a beaucoup de sujets pour lesquels on néglige, la dimension environnementale n'est pas présente. Mais parce que ça fait rêver, parce que ça reste quand même dans l'absolu des montants quand même relativement limités. Oui, voilà, c'est vrai ça. Il y a beaucoup de sujets comme ça pour lesquels on n'a pas encore appliqué la grille ESG. Si on l'appliquait, on ferait peut-être pas... Mais il y a d'autres valeurs créées avec la conquête spatiale. Moi, je suis un fan de la science, donc c'est quand même, ça apporte énormément de choses. Ça permet de mettre des satellites pour contrôler le climat, donc il faut, encore une fois, il faut des arbitrages et c'est jamais 0 ou 1, c'est toujours dans des zones un peu grises, donc il faut les ramener vers le clair. Bon, mais tu n'as pas l'impression d'un retour en arrière, c'est un moment d'étape. C'est un moment d'étape avec un retour en arrière chez certains acteurs et j'espère que le rythme va se reprendre avec un peu plus de robustesse dans les méthodes. Et là, il y a beaucoup d'initiatives, mais on n'y est pas. Nicolas Motis donc était avec nous sur Bismarck.